Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous retrouvons notre bon ami, le professeur Michael Hudson, pour discuter de l'économie néolibérale, de sa fin inévitable et de ce qui vient ensuite. Alors, bienvenue à nouveau dans l'émission. Content de revenir, Glenn. Alors, est-ce que c'est, je suppose, la fin du modèle économique que nous connaissons, du moins depuis les années 80? Ou, pour peut-être prendre un peu de recul, comment définiriez-vous l'économie néolibérale? Et pourquoi pensez-vous qu'elle a peut-être atteint son stade terminal inévitable? Eh bien, je pense qu'on ne peut pas parler d'économie néolibérale sans la comparer à l'économie libérale originelle, c'est-à-dire l'économie politique classique, et toute la théorie de la valeur, du prix et de la rente, depuis les physiocrates jusqu'à Adam Smith, John Stuart Mill, Marx et le reste du XIXe siècle. Toute l'idée d'une politique économique visant à accroître la production de manière plus efficace et à mesurer le progrès économique reposait sur la théorie de la valeur et du prix. Ce que Ricardo appelait la théorie de la valeur travail était en réalité la théorie du prix de la rente. Les prix représentaient l'excédent du prix du marché sur la valeur. La rente était l'excédent du prix. En d'autres termes, les marchandises avaient un coût de production. Alors comment le prix du marché pouvait-il dépasser le coût de production? Eh bien, la rente foncière était la principale raison. Tout le combat politique du début du XIXe siècle visait à libérer le capitalisme industriel de l'héritage du féodalisme, avant tout d'une classe de propriétaires fonciers héréditaires réclamant la rente. Cette lutte a conduit à l'affinement par David Ricardo des théories de la valeur d'Adam Smith et des physiocrates. Il s'agissait en réalité du conflit autour des tarifs douaniers à la fin des guerres napoléoniennes. Ce dont je parle peut sembler une digression, mais c'est en fait la clé pour comprendre comment l'économie néolibérale et sa comptabilité du PIB et du revenu national s'inscrit dans une contre-révolution contre le concept de marché libre qu'avaient défendu Adam Smith, Mill, Marx et le reste du XIXe siècle. Le problème après les guerres napoléoniennes était que le blocus napoléonien du commerce avec la Grande-Bretagne avait pris fin. Tout à coup, la Grande-Bretagne, qui était devenue dépendante de la production alimentaire nationale pendant les guerres, vit affluer des importations de denrées à bas prix. Les propriétaires fonciers protestèrent. Ils dirent « Cela signifie que nous percevons moins de loyers. Vous devez imposer des tarifs pour bloquer les importations afin que nous puissions maintenir un niveau élevé de rente foncière. » Ricardo et ses partisans, appelés les socialistes ricardiens, demandèrent « Allons-nous sacrifier toute l'économie simplement pour que les propriétaires fonciers puissent augmenter leur rente ?» Les industriels déclarèrent « Nous espérons faire de la Grande-Bretagne l'atelier du monde. » Pour devenir l'atelier du monde, nous devons produire nos biens industriels à un prix inférieur à celui de l'étranger. Pour que le capitalisme industriel s'élève et domine ses rivaux, nous sommes engagés dans une course visant à réduire les coûts au strict minimum. Et si nous devons verser à nos employés un salaire suffisamment élevé pour compenser des prix alimentaires artificiellement élevés, simplement pour maintenir les rentes foncières des propriétaires, alors nous ne pourrons pas rivaliser avec les industries des États-Unis et d'autres pays où la production alimentaire est moins coûteuse et où la main-d'œuvre est bien moins payée. Ainsi, toute la dynamique du capitalisme industriel depuis son essor à la fin du XVIIIe siècle consistait à rationaliser les économies et à éliminer les coûts de production superflus. Et John Stuart Mill a résumé cela en disant que la rente foncière et l'augmentation du prix des terres sont ce que les propriétaires gagnent en dormant.
Ce n'est pas un produit, c'est ce que nous appelons aujourd'hui un transfert de revenus. Et si nous devons soutenir une classe de rentiers économiques, alors nous ne pourrons pas devenir une économie industrielle compétitive. Ainsi, en utilisant ce concept de marché libre, un marché libre de toute rente économique, libre de tout revenu non gagné, qui n'est pas un produit, mais simplement un privilège, le privilège des propriétaires fonciers de posséder des terres et d'utiliser leurs richesses pour contrôler les parlements, pour soutenir leurs rentes et donc les prix des denrées alimentaires, et les privilèges des monopoles d'augmenter le prix de leurs produits sans que cela reflète réellement des coûts plus élevés. Le contraste entre le prix du marché que les gens devaient payer pour les biens et le coût réel de production devait être réduit par le capitalisme industriel afin de le rendre plus efficace. Et en devenant plus efficace, les économies libérées des rentiers devaient devenir les principales économies industrielles. C'était le principe directeur de toute l'économie classique telle qu'elle s'est développée en Grande-Bretagne, puis en France, Allemagne et États-Unis. Et plutôt de taxes de travail et industrie. Et toute la critique des physiocrates, la critique d'Adam Smith, était que les propriétaires fonciers constituaient essentiellement une classe parasitaire qui percevait un revenu sans rien produire. L'idée était de ne pas laisser le contrôle du Parlement par les propriétaires transférer la charge fiscale sur le travail par le biais des taxes d'accise, ou sur l'industrie par des impôts sur les bénéfices ou sur le revenu, qui ne distinguaient pas entre revenus gagnés et revenus non gagnés. Toute la notion de travail productif, de dépenses productives, d'investissement productif. L'investissement productif était celui qui crée un produit, non celui qui crée une occasion de percevoir un loyer ou un revenu non gagné sur ce produit. Ainsi, la théorie de la valeur devint l'essence même de l'économie classique. Et cela mena à une réforme parlementaire, car les Ricardiens mirent environ 30 ans pour que les industriels britanniques s'allient à la population afin d'étendre le droit de vote aux travailleurs, leur permettant ainsi de voter contre les intérêts fonciers et d'abroger les Corn Laws, 30 ans plus tard, en 1846, puis de tenter de transférer l'impôt du travail et de l'industrie vers la terre. En 1909 et 1910, la Chambre des communes britannique adopta effectivement un impôt foncier, mais celui-ci fut rejeté par la Chambre des Lords. Cela provoqua une crise constitutionnelle qui dura de 1909 à 1910. Le résultat fut que la Constitution britannique établit une règle selon laquelle la Chambre des Lords, dominée par les intérêts fonciers, ne pourrait plus jamais opposer son veto à une loi de finances adoptée par la Chambre des communes. C'était tout l'enjeu de l'économie classique. Affirmer que nous voulons soutenir le revenu productif, qui constitue en réalité un coût nécessaire de production. Nous ne voulons pas supprimer les impôts et encourager la recherche de rente, qui n'a aucun coût de production, mais agit comme une charge, semblable à un impôt sur le reste de l'économie. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du 19e siècle, comme on peut l'imaginer, les propriétaires fonciers ont riposté. Ils ont tenté de s'y opposer et ils ont été de plus en plus soutenus par le système bancaire. Les banquiers ont découvert qu'en se débarrassant de l'aristocratie foncière héréditaire qui possédait les terres en Grande-Bretagne, on démocratisait la rente foncière, le logement et l'immobilier commercial. Depuis la fin du 19e siècle, n'importe qui pouvait acheter sa propre maison. N'importe qui peut acheter sa propre maison ou un bâtiment commercial. En ce sens, c'est un marché libre. Mais pour acheter un logement, les nouveaux acheteurs doivent s'endetter.
car ils n'ont pas assez d'argent pour payer la somme globale d'une propriété. Ils contractent une hypothèque. Le résultat, c'est que ce que l'économie classique, d'Adam Smith à John Stuart Mill, et même la première ligne du manifeste du Parti communiste, tout le 19e siècle voulait, c'était taxer la rente foncière. Les banquiers ont dit, eh bien, si nous pouvons empêcher que cette rente foncière soit taxée, elle pourra être versée sous forme d'intérêt pour nous. Et ils se sont alliés au secteur immobilier, au secteur des monopoles, ainsi qu'aux industries du pétrole et du gaz, pour créer une alternative à l'économie libérale classique. Thorstein Veblen a appelé cela le néoclassicisme, ou néoclassique. Et il ne voulait pas dire que c'était des nouvelles classiques, c'en était l'antithèse. Et ce qu'il entendait par là, c'est qu'il s'agissait d'une contre-idéologie, d'une réaction opposée au concept classique des marchés libres. Un marché libre de toute rente économique s'est transformé en son contraire. Un marché libre pour la recherche de rente, où la rente serait ni imposée ni réglementée, les monopoles non soumis aux lois antitrust ou à la régulation anti-monopole, et les banques essentiellement libres de faire pression pour capter autant que possible la hausse du prix des terrains résultant de la prospérité, des améliorations publiques et de la croissance démographique. Les banquiers savaient que tout ce qui n'était pas versé aux percepteurs d'impôts pouvait leur être versé. Si vous allez acheter une maison, les acheteurs enchérissent les uns contre les autres. Et le gagnant est celui qui peut obtenir la plus grande hypothèque de la banque. Ainsi, le prix du logement, de l'immobilier, vaut ce que la banque est prête à prêter contre celui-ci. Ainsi, la démocratisation de la propriété foncière et de la rente économique est allée de pair avec la financiarisation et la privatisation de cette rente, et non avec sa socialisation, comme le souhaitaient les économistes classiques. Eh bien, cela peut sembler une digression, mais la victoire des anticlassiques, affirmant qu'il n'existait pas de rente économique, que le revenu de chacun était productif, que le propriétaire foncier était productif en fournissant le service de gestion du bien et en décidant à qui le louer, que le banquier était productif en décidant qui était solvable et un bon client, et même que le monopoleur était productif en rationalisant les marchés, signifiait que, tout à coup, la classe des bénéficiaires de rente, rente foncière, rente des ressources naturelles, rente de monopole, intérêts et charges financières considérées comme rente, tous les sujets productifs et non improductifs. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans les comptes nationaux de revenus et de produits, ainsi que dans les comptes du PIB, toutes les activités de recherche de rente de ces catégories, propriétaires fonciers, monopoles, secteur financier, industrie pétrolière et gazière, sont comptabilisées comme faisant partie du PIB. Il n'existe pas de notion de revenu non gagné, et la productivité, disons, d'un banquier est mesurée par le montant qu'il facture pour son service bancaire. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2007 ou 2008, le directeur de Goldman Sachs, la société américaine de banque d'investissement, a déclaré que les associés et employés de Goldman Sachs étaient les travailleurs les plus productifs des États-Unis parce qu'ils gagnaient le plus d'argent. Et si l'on regarde les comptes de revenus nationaux, tous leurs revenus sont considérés comme un coût de fonctionnement. Eh bien, c'est le contraire de l'économie classique. Celle-ci affirmait qu'il ne s'agissait pas d'un produit, mais d'un coût économique, d'un paiement de transfert. Aujourd'hui, par exemple, probablement presque toute la croissance, voire plus que toute la croissance, du PIB américain, et je pense qu'une grande partie du PIB européen également, ne provient pas de l'industrie, de l'agriculture ou du transport, créant un produit. Il s'agit de cette charge rentière qui ne fait pas partie du processus de production, mais du processus de circulation. Une partie des paiements de transfert obtenus par des intérêts établis, utilisant leur pouvoir politique,
pour obtenir des avantages économiques, en détaxant leurs rentes économiques et en reproduisant exactement ce qui se passait sous le féodalisme. Transférer la charge fiscale des propriétaires fonciers, des monopoles et des banquiers vers le travail et l'industrie. C'est précisément pour cette raison que les physiocrates affirmaient que la France, l'Espagne et d'autres pays fortement royalistes ne pouvaient pas s'industrialiser tant qu'ils n'auraient pas réformé leurs systèmes fiscaux. Lorsque Adam Smith voyagea en Europe avant d'écrire La richesse des nations, il fut convaincu que cette approche fondamentale était juste. Il entreprit alors d'élaborer une théorie plus logique de la valeur et des prix, qui fut ensuite perfectionnée par Ricardo, Malthus, les Ricardiens, les socialistes ricardiens, les socialistes et les marxistes. Aux États-Unis, les écoles de commerce, Thorstein Veblen et tous les promoteurs industriels qui souhaitaient voir leurs économies s'industrialiser et devenir de grandes nations industrielles suivirent cette idée de libérer leurs économies du secteur rentier. Eh bien, avançons jusqu'à aujourd'hui, on a exactement l'idée inverse d'un marché libre. Un marché libre pour les chasseurs de rente. En conséquence, aux États-Unis, une grande partie de ce qui est compté comme produit national brut n'est en réalité pas un produit. Peut-on vraiment dire que le fait de percevoir des intérêts produit un bien? Un des éléments du PIB est que le département du recensement ou le Bureau des statistiques du travail interroge les ménages américains en leur demandant « Si vous possédiez votre propre maison, que se passerait-il si vous deviez louer le bien que vous possédez actuellement? Combien demanderiez-vous de loyer? Comme vous en êtes propriétaire, ils comptabilisent tout ce loyer imputé comme faisant partie du coût du fonctionnement de l'économie. Nous devons donc prendre en compte la valeur de votre loyer augmenté et le prix plus élevé de la maison que vous possédez. Mais cela crée-t-il vraiment un profit? Lorsque les banques prêtent davantage en augmentant le ratio dette-revenu afin que les emprunteurs puissent contracter toujours plus de dettes, c'est ce qui a conduit à la crise immobilière de 2008. Des prêts hypothécaires à 100%, des prêts à intérêt uniquement pour supporter la dette. Tout cela était comptabilisé comme si cela contribuait non seulement au PIB, mais rendait aussi l'économie plus prospère. Mais ce n'était pas le cas, car à mesure que les activités de recherche de rente devenaient plus lucratives que jamais, la formation de capital tangible, construire des usines et employer de la main-d'œuvre pour produire des biens réels, a diminué. Et les économies des États-Unis et de l'Europe ont commencé à se désindustrialiser. Vous avez eu la financiarisation du secteur des entreprises. Vous avez eu les notations d'entreprises, les fusions et acquisitions. Il y a eu un changement dans la conception même du développement industriel. En d'autres termes, comment faire fortune le plus rapidement possible. Et l'économie des entreprises a compris qu'elle pouvait s'enrichir plus vite en utilisant les bénéfices de ses activités pour racheter ses propres actions et verser des dividendes. Car en procédant ainsi, en consacrant environ 94% de leurs bénéfices pour le S&P 500 au rachat d'actions et aux dividendes, elles ont généré davantage de plus-value grâce à la hausse des cours boursiers qu'elles n'auraient jamais pu en obtenir en investissant davantage et en tirant des profits d'une véritable industrialisation. Ainsi, toute la motivation qui pousse à s'éloigner de l'approche classique de l'économie, créer de la valeur, pour adopter l'idée néolibérale, qui signifie en réalité l'idée antilibérale et anticlassique,
est la suivante. Eh bien, concentrons-nous simplement sur le fait de gagner de l'argent, comme si tout était homogène et qu'il n'existait aucune distinction entre investissement productif et improductif. Aucune distinction entre faire fortune en développant un nouveau produit et en construisant des usines pour produire, ou en rachetant une usine existante, en la morcelant et en augmentant le cours de l'action, en cessant d'investir dans la formation de capital à long terme et dans la recherche et le développement à long terme. Vivons simplement à court terme et faisons monter le prix de nos actions dès maintenant. Ensuite, nous pourrons utiliser les bénéfices que nous réalisons, les plus-values que nous réalisons plus tard. Si l'on observe comment la richesse s'accumule aux États-Unis, imaginez le PIB et les revenus du travail, les salaires et les bénéfices des entreprises. Et par-dessus cela, il y a une augmentation bien plus rapide de la valeur des actions, et cela des obligations et de l'immobilier. La hausse annuelle du prix des actions, des obligations et de l'immobilier dépasse celle de l'ensemble du PIB. C'est une déformation de tout le concept de ce qu'est la croissance industrielle. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la diplomatie économique d'aujourd'hui et pour le monde? Les gens, presque tous les médias populaires et les rapports universitaires, comparent le PIB des États-Unis à celui de l'Europe et à celui de la Chine, comme s'il s'agissait du même type de PIB. Un PIB en vaudrait un autre. La différence, c'est que la Chine est le pays qui a le plus fidèlement suivi la politique classique du capitalisme industriel, qui a rendu la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis riches. La Chine a en quelque sorte réinventé la roue, indépendamment de l'histoire de la pensée économique. Elle s'est dit, concevons une économie d'ingénieurs. Et cela s'explique par le fait que la plupart des membres du comité central du Parti communiste chinois sont des ingénieurs. Ils ne viennent pas de Wall Street. Ce ne sont pas des banquiers. Ce ne sont pas des ingénieurs financiers. Ce sont des ingénieurs industriels ou scientifiques, pas des ingénieurs financiers. Ils produisent donc un PIB réel et productif, tandis que le PIB que les États-Unis et l'Europe génèrent est en grande partie antiproductif. Il s'agit de revenus de rentiers qui doivent être payés par le travail et le capital. C'était toute l'essence de l'économie ricardienne, de John Stuart Mill, de l'économie socialiste, des volumes 2 et 3 du Capital, écrits par Marx, ainsi que de l'économie enseignée dans les écoles de commerce américaines par des professeurs tels que Simon Patten, plus tard exprimé en termes politiques par Thorstein Veblen aux États-Unis. Nous sommes donc réellement confrontés à deux philosophies différentes de ce que sont la production économique et la croissance économique. S'agira-t-il d'une croissance industrielle, une production réelle qui élève le niveau de vie et la productivité, ou bien cela se fera-t-il aux dépens du travail et du capital, en créant une classe rentière au sommet de la pyramide économique, qui utilise de plus en plus ses revenus de rente pour réduire ses propres impôts et acheter le contrôle du processus de campagne politique, veillant à ce que les politiques budgétaires la détaxent, transfèrent les impôts sur l'industrie et fassent en sorte que les écoles de commerce enseignent un programme d'économie néoclassique, niant le concept de rente économique. Ainsi, Milton Friedman dira qu'il n'existe pas de repas gratuit. Mais l'économie rentière repose entièrement sur le repas gratuit. Obtenir un privilège de monopole, c'est un repas gratuit. Gagner un revenu en dormant, que l'on soit propriétaire ou banquier, c'est obtenir un repas gratuit. C'est cela qui rend le néolibéralisme si destructeur pour l'économie industrielle, comme Ricardo l'avait prévu. Il a écrit un chapitre remarquable expliquant que nous courons à la catastrophe économique si nous n'avons pas de libre-échange,
si nous insistons pour que la Grande-Bretagne dépende entièrement de l'agriculture domestique pour son alimentation. À mesure que la population augmente, Ricardo pensait qu'il faudrait cultiver des terres de moins en moins fertiles, que la productivité déclinerait et que les prix des denrées alimentaires augmenteraient. Il a dit que la rente économique, la rente foncière plus précisément, allait absorber tout l'excédent économique au-delà du niveau de subsistance. À ce stade, il n'y aura plus aucun moyen de réaliser des profits, car aucun industriel ne pourra se permettre d'employer une main-d'œuvre contrainte de payer des prix aussi élevés pour la nourriture. Si nous payons ces prix élevés, l'argent sera transféré aux propriétaires fonciers sous forme de loyers plus importants, et nous ne pourrons alors absolument pas rivaliser avec d'autres pays dont les coûts de production alimentaire sont plus faibles, ni avec les monopoles, ni avec le secteur financier. Ainsi, il existait déjà en 1817 une perception, avec les écrits de Ricardo sur la rente économique, qui anticipait que la rente foncière, et plus tard, à la fin du XIXe siècle, entraînerait tout l'équilibre des économistes classiques à affirmer que non seulement la rente foncière ferait augmenter le coût des affaires, des salaires, de l'industrie et de l'agriculture, mais que les monopoles feraient également grimper le coût de la vie et des activités économiques. La finance, le financement par la dette et le système bancaire allaient eux aussi accroître les coûts. Nous devions nous orienter vers ce que, à l'époque, tout le monde appelait le socialisme. Ce n'était pas un terme péjoratif. Aujourd'hui, il faut comprendre que si Adam Smith et John Stuart Mill écrivaient de nos jours, on les qualifierait de marxistes. Et pourquoi les appellerait-on marxistes? Parce qu'ils parlaient de valeur et de prix. Et la contre-révolution contre l'économie classique a été si intense dans son rejet du concept de rente économique que le seul groupe politique qui a continué à parler de rente, de revenus non gagnés et d'exploitation, ce furent les marxistes. Mais ce que faisait Marx, c'était simplement codifier et perfectionner, étendre le concept de rente foncière et de rente de monopole au secteur financier dans les volumes 2 et 3 de son Capital, ainsi que dans les volumes 2 et 3 de ce qui fut la première histoire de la pensée économique, les théories de la plus-value de Marx, qui ne furent publiées qu'après sa mort, lorsqu'elles furent éditées par Karl Kautsky. Marx se plaçait dans la tradition classique. Ainsi, le rejet de l'économie classique est devenu un rejet du marxisme. Et on l'a appelé marxisme, et on l'a appelé socialisme. Mais les socialistes ricardiens, c'est ainsi qu'ils se nommaient, n'étaient pas marxistes, car Marx n'écrivait pas encore. L'idée même du socialisme était que les monopoles naturels devaient rester dans le domaine public en tant que service public, comme l'électricité, comme les communications, la BBC, comme l'éducation qui devait être un service public. Les soins de santé pouvaient être un service public. Ce n'était pas une politique de gauche. C'était la politique des conservateurs britanniques, dirigée par Benjamin Disraeli. Il disait « La santé, tout est santé ». Toutes ces idées reposaient sur la notion que, pour éviter la rente de monopole dans les secteurs qui sont naturellement des monopoles, le gouvernement devait fournir ses services monopolistiques. Et contrairement à l'entreprise privée, l'objectif de l'investissement public dans l'éducation, la santé, les transports et la communication n'est pas de réaliser un profit. Il s'agit de minimiser les prix afin de pouvoir subventionner le reste de l'économie, pour que le reste de l'économie n'ait pas à supporter d'impôts ou de frais généraux, comme les travailleurs qui veulent aller à l'université pour obtenir une éducation et un meilleur emploi. Vous ne voulez pas que les travailleurs soient accablés par la dette à la consommation, la dette étudiante, la dette automobile et les prix élevés des services privatisés de communication,
de transport et de santé, comme c'est le cas aux États-Unis. Ainsi, aux États-Unis, si l'on examine le PIB et les comptes de revenu national, 18% du revenu national américain est consacré à l'assurance maladie et aux soins médicaux. Comment les États-Unis peuvent-ils espérer relocaliser leur industrialisation alors que leurs travailleurs doivent supporter des coûts de santé aussi énormes que nulle autre nation n'a à payer? Si vous êtes un industriel qui embauche de la main-d'œuvre ici, avec à peu près la même technologie que celle disponible dans d'autres pays, comment allez-vous rivaliser avec une économie efficacement gérée qui a socialisé ses coûts de base et subventionne le coût de la vie? Des coûts que les employeurs industriels d'ici devraient autrement supporter en versant à leurs travailleurs des salaires suffisamment élevés pour qu'ils puissent se permettre des soins de santé privatisés, une éducation privatisée, et ainsi de suite. Nous sommes face à deux philosophies économiques différentes. Le néolibéralisme est l'opposé, et en réalité, une révolution radicale contre l'économie classique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les universités américaines, l'histoire de la pensée économique et tout n'est plus enseignée comme cours fondamental dans le programme doctoral des doctorants en économie. Il n'y a même plus d'histoire économique enseignée, si bien qu'une génération d'étudiants en économie obtient son diplôme sans avoir la moindre idée qu'un combat idéologique séculaire a eu lieu, autour des notions de valeur, de prix, de rente, de ce qu'est la production, de ce qu'est un repas gratuit, de ce qu'est un revenu gagné, de ce qu'est un revenu non gagné, de ce qu'est le travail et l'investissement productif, par opposition au travail et à l'investissement improductif. Tous ces concepts fondamentaux qui ont guidé chaque nation industrielle prospère lors de son essor ont été rejetés. Il n'est donc guère surprenant que l'Occident ait suivi une politique opposée à la dynamique originelle du capitalisme industriel, et que seul le socialisme à caractéristiques chinoises de la Chine suive la vision classique américano-allemande du capitalisme industriel. Je suis très heureux que vous ayez mentionné le PIB, car la manière dont le PIB dissimule la hausse des loyers et les revenus de monopole est souvent ignorée. En effet, nous constatons que le PIB, en tant qu'indicateur, devient de moins en moins fiable avec le temps. Mais il y a quelque chose de fascinant, comme vous l'avez suggéré, dans l'idéologie de cette nouvelle économie néolibérale. En effet, tout le monde se rend plus ou moins compte que l'économie néolibérale et les marchés sans entrave produisent souvent des monopoles et des inégalités économiques. Elle offre moins de protection aux travailleurs. Nous le savons déjà. Nous savons que cela peut alimenter des problèmes sociaux. Nous savons que les oligarchies créées par l'absence de limites imposées aux rentiers conduisent à l'instabilité politique. Lorsque les gens ont moins d'intérêt à préserver le statu quo, davantage de polarisation politique et encore moins d'espace pour la démocratie. Encore une fois, tout cela est connu. Mais pourtant, dans ce discours idéologique, on sait comment c'est rejeté comme étant, vous savez, du communisme ou du socialisme. Mais c'était le langage d'Alexander Hamilton, de Henry Clay ou de Friedrich List. Donc c'est assez extraordinaire. Après cette période de mondialisation, tout le monde avait un peu cette idée, depuis le début des années 1990, qu'elle apporterait l'harmonie et une croissance perpétuelle. Cependant, en même temps, tout le monde a compris que ces forces du marché sans entrave allaient créer les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, c'est tout à fait extraordinaire qu'en tant qu'universitaires, nous ne puissions vraiment aller dans aucune université à travers l'Occident où il soit possible de remettre en question le rôle même des marchés non régulés. C'est donc assez extraordinaire. Mais je voulais demander que se passe-t-il?
Attendez, laissez-moi dire une chose. Vous utilisez le mot marché comme si le marché était quelque chose d'universel et d'objectif. Chaque marché est façonné par les lois, par le système de régulation. Vous pouvez avoir un marché avec des lois anti-monopole ou antitrust qui empêchent les monopoles, ou un marché où il n'y a pas de loi, ou bien où la législation antitrust n'est tout simplement pas appliquée. Vous pouvez avoir un marché qui maintient les monopoles naturels comme l'éducation et la santé en tant que service public, ou un marché privatisé. Il n'existe pas de « le marché » en soi. Et puis le mot capitalisme est utilisé pour désigner des économies remontant très loin. J'ai vu des gens qualifier la Mésopotamie et Babylone du 3e millénaire de capitalistes parce que des personnes y gagnaient de l'argent grâce au capital. Toute l'idée, la distinction entre le capital industriel et le capital financier est différente. Je veux souligner un point. Disons que nous observons une économie à partir de maintenant et que nous comparons la structure de la croissance économique en Europe, en Amérique ou dans toute autre économie. Le PIB devrait croître très peu, peut-être de 1% à 2% par an, mais les taux d'intérêt à long terme sont désormais d'environ 4% par an. Eh bien, on peut imaginer à quelle vitesse la charge de la dette financière croît plus vite que l'économie réelle. Cela se produit depuis 1945, en réalité depuis plus d'un siècle. Ainsi, l'accumulation des fortunes financières croît plus rapidement que la valeur de coût de l'ensemble des usines, des machines, de l'agriculture et du commerce. Cette charge financière ne cesse de croître. Le secteur financier des frais généraux soutient les frais généraux de l'immobilier. Si l'on examine les prix des terrains, les impôts fonciers et les évaluations, on constate qu'ils ont augmenté beaucoup plus rapidement que le PIB. Toute la croissance de la rente économique est plus rapide que celle des profits et des salaires. Le coût de la vie a augmenté, tandis que les salaires réels aux États-Unis ont diminué. Et en Allemagne, désormais, même le PIB montre qu'il se contracte, alors que les taux d'intérêt augmentent. On assiste à une polarisation économique qui appauvrit l'économie, car cette polarisation ne transfère pas les revenus et la richesse entre les mains des producteurs, mais entre celles d'une classe rentière de frais généraux économiques. C'est pourquoi le concept manquant pour comprendre le néolibéralisme est l'absence du concept de rente économique. Eh bien, je me demandais si tout cela était plus ou moins prévisible. Comment nous en sommes arrivés là? Que voyez-vous se profiler au bout du chemin pour ce modèle économique néolibéral? Parce que, comme vous l'avez dit, il s'est épuisé. C'est difficile. Les États-Unis, par exemple, ne peuvent pas rivaliser sur un marché ouvert ou libre avec l'économie chinoise. Et la concentration de la richesse et la recherche de rente au sein de diverses économies occidentales sont devenues si extrêmes qu'elles étouffent la possibilité d'une croissance supplémentaire. Même dans une économie axée sur la consommation, le manque de consommation pose problème. Mais qu'est-ce qui suit le modèle néolibéral? Parce qu'on entend souvent des arguments selon lesquels le néolibéralisme mènerait, par exemple, au fascisme. Ou bien, il y a cette idée que, eh bien, il pourrait tout recommencer à zéro, mais il faudrait alors un moment révolutionnaire, tu vois, pas dans un sens communiste, mais une sorte d'effondrement pour tout réinitialiser. Parce que traditionnellement, quand on a ce genre de concentration de richesse, comme après les guerres mondiales, cela a un effet de remise à zéro. Alors, comment vois-tu ce qui vient après tout ça? Eh bien, je préfère utiliser le terme néo-féodalisme plutôt que fascisme, parce que le fascisme est en quelque sorte perdu. Les gens ne comprennent plus vraiment de quoi il s'agissait. C'était essentiellement la financiarisation,
qui prenait le contrôle des économies, la montée d'une grande richesse corporative. C'était une guerre de classe. Et je pense que lorsque vous dites néo-féodalisme, vous examinez en réalité comment les intérêts bancaires et fonciers contrôlaient la société. Vous avez tout à fait raison de replacer cela dans un contexte international. La politique de Trump et l'État profond derrière lui comprennent que l'Amérique, tant qu'elle continue à suivre une économie néolibérale et financiarisée du capitalisme financier et non du capitalisme industriel, prendra de plus en plus de retard. Comment va-t-elle s'en sortir? Eh bien, la première réponse est exactement ce que Trump a fait au cours des 6 derniers mois. Il a dit, exploitons les pays étrangers et faisons en sorte qu'ils fournissent à l'économie américaine les revenus et la richesse que nous ne produisons plus ici. C'est ainsi qu'il a convaincu von der Leyen et l'Union européenne de céder aux exigences de Trump, que l'Europe fasse d'énormes concessions aux États-Unis et accepte de se suicider économiquement pour les aider. Pour y parvenir, les États-Unis ont dû s'appuyer sur 75 ans de contrôle diplomatique étranger à travers le National Endowment for Democracy, une ingérence et un interventionnisme dans les affaires politiques européennes, allant jusqu'à assassiner des socialistes comme Aldo Moro en Italie lorsqu'il menaçait de ne pas soutenir la domination américaine. Les États-Unis disent, eh bien, disons au Japon qu'il doit payer 350 milliards de dollars à titre de racket de protection aux États-Unis, afin que nous ne détruisions pas leur économie avec des droits de douane. Et lorsque les États-Unis ont vu que le Japon ne ripostait pas, ils se sont tournés vers la Corée et ont dit, la Corée doit dépenser 350 milliards de dollars. Eh bien, le président et le ministre des Affaires étrangères coréens ont répondu, nous n'avons pas 350 milliards de dollars. Nous ne sommes pas aussi riches que le Japon. Trump a dit, vous devez quand même nous payer, sinon nous détruirons votre économie en bloquant Hyundai et d'autres exportations automobiles, et nous bloquerons vos exportations électroniques si vous ne les relocalisez pas ici. Voilà la politique. L'Amérique est incapable de faire pression sur des pays qui ne sont pas ses alliés pour leur imposer cela. Alors l'Amérique a dit, eh bien, à quoi servent les alliés? À quoi sert la communauté européenne? À quoi servent le Japon, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sinon à nous faire ce que l'Empire britannique a fait à l'Inde et au reste de ses colonies? Ils doivent désormais conserver toutes leurs économies et leur excédent économique, non plus en Grande-Bretagne, mais aux États-Unis. Eh bien, le résultat sera une polarisation croissante à l'étranger. Et à un certain moment, on peut supposer que l'Europe va se demander, voulons-nous vraiment appauvrir l'Europe, l'industrie allemande, en dépensant 4 fois plus pour le gaz naturel liquéfié américain que pour le gaz russe? En réalité, nous avons dû fermer. À quoi ressemblera l'Europe sans une industrie qui ne peut plus se permettre de payer les prix élevés liés à la dépendance envers les États-Unis? C'est très similaire à la manière dont Ricardo a défini l'avenir de la Grande-Bretagne. Que se passerait-il si la Grande-Bretagne devait dépendre de ses propres propriétaires terriens pour une nourriture plus chère? Eh bien, que se passerait-il si l'Europe devait dépendre de l'Amérique pour une énergie plus coûteuse et pour des produits monopolistiques tels que la technologie de l'information, la construction navale et tout cela? La réaction allemande, menée par les chrétiens démocrates sous la direction de Merz, a été la suivante. Peut-être que le keynésianisme militaire fonctionnera, surtout si nous réduisons nos dépenses en éducation, en programmes sociaux, en travail, si nous diminuons les services sociaux, si nous réduisons l'économie sociale et si nous abaissons le niveau de vie de tout le monde de 10% en devenant essentiellement une économie militaire. Peut-être que cela créera la prospérité.
Mais étant donné que la philosophie monétaire de l'Europe n'est pas aussi progressiste que celle des États-Unis, qui dit « Eh bien, nous pouvons toujours créer de la monnaie pour la dépenser dans l'économie », le Royaume-Uni est soumis, je ne dirais pas à un budget équilibré, mais presque, avec la contrainte de ne pas pouvoir accumuler une dette supérieure à 5% du PIB. Comparez cela à l'économie américaine et à sa dette croissante. L'Europe impose une austérité monétaire à sa propre économie, tout comme le Fonds monétaire international l'a imposé aux pays du Sud global depuis 75 ans. Encore une fois, c'est un suicide monétaire et financier qui conduit à un suicide économique. Et encore une fois, il ne semble y avoir aucun souvenir du fait qu'il existe une alternative. C'est comme si toute l'Europe était devenue thatchérienne et croyait qu'il n'y avait pas d'alternative. Eh bien sûr qu'il y en a une. La Chine montre qu'il y a une alternative, ou le décollage industriel américain au XIXe siècle montre qu'il y a une alternative, ou encore le décollage industriel de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale, depuis Bismarck, montre qu'il y a une alternative. Mais cela n'est plus enseigné, comme si tout cela relevait du socialisme. C'est comme si Bismarck avait été marxiste, que les Américains avaient été marxistes, tout est qualifié de marxiste, et c'est presque comme la manière dont la religion traite le diable. Donc, s'il est d'une certaine manière impensable d'envisager une alternative où l'on se concentre réellement sur la réindustrialisation de l'économie, en faisant ce qu'ont fait les économies asiatiques prospères, ce qu'ont fait les économies américaines, allemandes et britanniques lorsqu'elles ont connu le succès, elles ont évité la privatisation des monopoles, elles ont évité la privatisation de la rente foncière. Au lieu de cela, vous les financiarisez au lieu de les socialiser. Ainsi, si vous adoptez une philosophie économique et sociale asociale, antisocialiste, vous adoptez une philosophie anti-industrielle. Et il faut qu'il y ait une connaissance d'une alternative économique. C'est pourquoi j'ai pris cette demi-heure au début pour expliquer qu'il existe tout un corpus d'histoire et de pensée économique qui faisait autrefois partie du savoir commun dans les manuels de tout le monde. Ils connaissaient tous ce qu'Adam Smith avait écrit. Ils savaient ce que John Stuart Mill avait écrit. Ils connaissaient même ce que Marx et les socialistes avaient écrit, ainsi que ce que Thorstein Veblen et d'autres économistes avaient rédigé pour décrire les lois du mouvement de l'industrialisation. Et maintenant, tout cela est mis de côté, remplacé par une analyse statistique qui prétend être empirique, mais repose sur des catégories économiques qui ne sont pas la carte. C'est une carte, mais pas le territoire. La carte économique tracée par les économistes et les gouvernements européens, faite de PIB et de comptes de revenus et de production nationaux, n'est pas le territoire de l'économie réelle. Voilà la crise intellectuelle et idéologique, à la racine d'action et de la désindustrialisation en Europe et aux États-Unis. Eh bien, professeur Hudson, merci beaucoup. Cela me surprend que tous les écrits des capitalistes industriels aient été réduits presque à des slogans idéologiques. Je trouve les commentaires sur le PIB particulièrement importants, car ils y adhèrent eux-mêmes chaque fois qu'ils comparent différentes économies. Par exemple, le slogan courant en Europe, puisque nous sommes désormais, en effet, en guerre avec la Russie, est que les Russes ont un PIB de la taille de celui de l'Espagne. Mais personne ne semble relier cela à la question suivante. Comment expliquer qu'ils puissent surpasser toute l'OTAN en production industrielle et même davantage? Donc non, c'est un excellent point. Merci beaucoup pour votre temps. J'apprécie toujours cela. Eh bien, je traite de ces concepts dans Killing the Host, qui est traduit en allemand sous le titre Der Sektor,
Les livres sont publiés à la fois en allemand et en anglais, ils sont disponibles. Et mon autre livre, The Destiny of Civilization, porte entièrement sur le fait que ce que nous vivons aujourd'hui est une époque du capitalisme financier, antithétique au capitalisme industriel. Oui, je laisserai également ce lien dans la description. Tuer l'hôte, comment les parasites financiers et l'esclavage de la dette détruisent l'économie mondiale. Alors, allez voir le lien et lisez-le, car ça semble extrêmement pertinent de nos jours. Merci encore. Eh bien, merci de me donner l'occasion d'exposer mes arguments.